ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. La Belgique est un pays que même les Belges oublient parfois de regarder de près. Pourtant, notre contrée déborde de personnages hors du commun, d'histoires improbables et de destins fascinants. Les Grands Petits Belges vous emmènent pour une deuxième saison sur les traces de ces oubliés de l'histoire. Aujourd'hui, découvrez avec moi Émile Kamartz, un patriote expatrié. À Bruxelles, en plein cœur de l'hiver 1877, des coups résonnent sur la porte de Madame Niepels. En ouvrant la porte, elle découvre sa fille, Eugénie, son ventre arrondi révélant sa grossesse déjà avancée. Elle s'était enfuie de chez son mari, l'avocat Franz Kamartz, après une énième scène d'humiliation et de violence. Tout cela, la jeune femme l'avait rêvé autrement. À 17 ans à peine, lorsqu'elle avait défié ses parents pour épouser Franz, elle avait vu tous ses idéaux de belle famille unie ruinés lorsque, dans la maison conjugale, les mensonges et les maîtresses s'étaient succédés. Eugénie avait agi par instinct. Fuir, protéger l'enfant qu'elle portait de ce climat de mensonges et de cruauté. C'est donc à Bruxelles, dans la maison de sa grand-mère, que naît Émile Kamartz, l'enfant protégé d'Eugénie. Celle-ci livre encore une bataille légale avec son mari, dont elle souhaite divorcer et obtenir la garde de leurs deux autres enfants, Charles et Francis, qu'elle a dû laisser chez leur père à Namur. Ce divorce sera une éreintante bataille que la société bruxelloise condamnera fermement. Le divorce est très mal vu à l'époque. Mais Eugénie est trop intelligente pour y prêter la moindre attention. Finalement, cette séparation se solde par un accord. Émile restera à Bruxelles chez celle qu'il appelle maintenant ses deux mères. Et Charles et Francis resteront à Namur, chez leur père, où Émile leur rendra visite quelques fois dans l'année. Les trois enfants partagent leur haine de leur père et seront finalement réunis 16 ans plus tard lorsqu'un scandale à Namur leur offre l'opportunité d'aller vivre à temps plein chez Eugénie et sa mère. Le petit Émile, un rouquin maigrichon au nez un peu atypique, reçoit une éducation façonnée à la fois par la rigueur morale de sa mère, Eugénie, avec ses lectures passionnées de Rousseau, de Dostoïevski et de Defoe, sa haine du mensonge et ses idéaux sans compromis, et à la fois par la douceur érudite de sa grand-mère, qui récitait encore, même presque aveugle, les chants de la divine comédie de Dante. À l'âge de 16 ans, le jeune homme rentre à l'ULB pour faire des études de géographie. Cependant, alors qu'il vient tout juste de commencer son cursus, une scission s'opère au sein de l'université. Plusieurs professeurs reprochent à l'ULB de trahir son propre idéal de liberté et décident de créer une nouvelle institution, l'Université Nouvelle, où Émile Kamartz suivra dorénavant ses cours. Parmi ses professeurs compte notamment Élisée Reclus, un géographe et anarchiste aux idées révolutionnaires qui deviendra bientôt un modèle pour le jeune Émile. Celui-ci se retrouve complètement séduit par les idéaux socialistes de son nouveau mentor et ajoute des cours de philosophie et de littérature à ses études afin d'atteindre son rêve de changer le monde de toutes les injustices qu'il remarque déjà. Émile se fait bientôt un nouvel ami. Charles Van Boren, un jeune homme passionné de musique qui deviendra plus tard le président de l'Académie belge. Ensemble, ils lisent des pamphlets anarchistes et commencent à adopter une attitude en adéquation avec leurs nouveaux idéaux. Ils créent également la Petite École, une école tenue rue du Bailly, au-dessus d'un bar. L'idée était d'offrir des cours à des enfants dont les parents n'arrivaient pas à se payer l'école privée, mais n'aimaient pas non plus l'école publique. Les professeurs étaient des étudiants de l'Université Nouvelle et avaient pour tâche d'enseigner également la gentillesse, la beauté et la liberté. Malheureusement, l'entreprise ne durera que 2 ans, faute de financement. Mais Émile se conforte dans ses idéaux. Il adopte de plus en plus une attitude d'anarchiste.
Émile conteste tout. Les règles domestiques et l'autorité, il se moque de la bienséance et critique la hiérarchie sociale jusque dans le salon. Il parle d'égalité, de justice universelle, de nature, il cite Rousseau et Reclus à tout propos. Cette situation provoque des tensions à l'intérieur du foyer des deux mères, et Émile décide bientôt de quitter le nid. Il s'installe non loin de là, afin de vivre sa vie comme il l'entend. Là, loin de l'autorité maternelle, son mode de vie attire des regards curieux. Il accueille des sans-abri, rédige des pamphlets révolutionnaires et vit même une espèce de relation à trois avec un couple d'amis. Dans la biographie qu'elle écrit de son père, la fille d'Émile Camartz raconte que Jean Bertrand, ami d'Élisée Reclus, logera pendant des semaines chez Émile avec sa femme, alors enceinte. Cependant, il n'y avait pas beaucoup d'espace dans la chambre d'Émile, et comme l'argent leur manquait pour vivre plus confortablement, ils durent se résoudre à ce que l'un d'eux dorme avec la jeune femme pendant que l'autre étudie ou travaille. Finalement, la jeune femme arriva à terme, et comme aucun n'avait assez d'argent que pour se payer une infirmière, ce sont eux qui, après avoir lu quelques livres sur le sujet, ont donné naissance à une petite fille. Cette petite fille, il se pourrait, ne serait autre qu'Hilda Bertrand, qui deviendra plus tard poétesse. Même si les Bertrand déménageront finalement de chez lui, cet épisode lui permettra de rencontrer Christine Bertrand, la sœur de son ami Jean. Les deux s'entendent très bien et emménagent vite ensemble. Après quelques années à vivre en mariage libre, ils officialisent leur union en juillet 1901. Cet épisode coïncide avec le départ professionnel d'Émile, qui, après une dispute avec Élisée Reclus, se trouve heureux de quitter l'ULB pour devenir professeur de géographie à l'Institut commercial de Mons. Cette relocalisation professionnelle et la présence de Christine dans sa vie le distancieront petit à petit de son cercle d'amis bruxellois, de son grand ami Charles Van Boren et même de sa mère, qui ne supporte pas Christine. Cependant, dans les années qui suivent, sa femme Christine semble se rapprocher petit à petit du mathématicien, sociologue et philosophe Georges Ostelet. Et un beau jour, elle décide de quitter Émile pour ce dernier. Le divorce fut prononcé en 1904, laissant Émile retourner chez ses mères, le cœur brisé. Sa fille raconte un épisode où Émile aurait même décidé de mettre fin à ses jours. Il aurait marché courageusement jusqu'au parc et serait entré dans l'étang au canard, pour finalement le découvrir trop peu profond que pour s'y noyer. Pour mettre du baume au cœur de son camarade, Charles Van Boren l'emmène en voyage en Italie, expérience que celui-ci retentera à nouveau en 1904. C'est en Italie qu'Émile découvre John Ruskin, auteur anglais discutant longuement de l'art italien dans ses œuvres. Camartz se met alors en tête de traduire ses livres qu'il adore, en plus de son travail d'écrivain et de journaliste, parce qu'il publie aujourd'hui des articles dans divers journaux et écrit quelques pièces qui auront assez de succès. Pour fêter cette première traduction de Ruskin, en 1906, Charles et lui se rendent à un concert pour assister à une représentation de Shakespeare par Marie Brema, une actrice très renommée de l'époque, sans savoir qu'ils allaient y rencontrer la future Madame Camartz. En effet, ils y voient pour la première fois Mademoiselle Tita Brent, ou de son vrai nom, Mademoiselle Hélène Brown, la fille de l'actrice Marie Brema. Émile étant ébloui par la prestation de cette inconnue qu'il jura sur le champ d'un jour marier cette jeune actrice. Il écrit dans son journal un compte-rendu des plus éloquents. Miss Tita Brent a remporté l'autre soir une grande victoire. Il lui a été permis de muer sa voix, de couper son geste, de s'interrompre, de se maudire et de s'adorer, sans que jamais le crédit d'attention et de sérieux qui lui était fait vienne à s'épuiser. Submergé par ses émotions, Émile écrit ses impressions dans un article qu'il fait parvenir à la jeune actrice londonienne. Celle-ci lui répond gentiment et s'engage alors une relation épistolaire. Chacun parle de littérature, de son quotidien, de ses idéaux sociaux, mais bientôt l'échange prendra des tons de lettres passionnées.
Je me demande encore comment une joie aussi miraculeuse peut envahir mon cœur. Quand tu penses que je suis avide de toujours plus, je chéris encore ce que j'ai, les yeux fermés, me souvenant de chaque mot, de chaque sourire, toujours effrayée d'oublier quelque chose de là où tu regardes, à quoi ressemblent tes paupières ou l'ongle de ton petit doigt. Et puis, un beau jour de 1908, Eugénie reçut cette lettre. « Chère petite mère, un mot qui, j'espère, te rendra heureuse. Nous sommes fiancés. » Le couple se mariera à Bruxelles en septembre 1908 et décidera d'aller vivre en Angleterre. Ainsi, Tita pourrait conserver sa carrière d'actrice et Émile pourrait en consolider une nouvelle sans pour autant renoncer à son travail d'écrivain à Bruxelles qu'il pourrait tout à fait continuer à distance. Mais une fois mariés, le défi de s'acclimater à ce nouveau pays se révèle tout de même plus compliqué que prévu. Émile, déjà trentenaire, doit encore trouver sa place dans un pays où il ne comprend pas toujours la langue, la religion, les mœurs, bien que sa belle-mère, sa femme et les amis de ces dernières font leur maximum pour l'aider dans cette transition. Lui aussi fait son maximum. Il dévore toute la littérature anglaise possible, rencontre de nouvelles personnes, s'empreint de la religion anglicane. Mais même son nom semble être un frein à son intégration. Camart, c'est si compliqué. Camart, Cam, Kim. Voilà son nom simplifié. Il serait dorénavant Kim pour son nouveau milieu anglais. Nouveau pays, nouveau nom, nouvelle vie. Les deux époux s'installent confortablement à Londres dans les appartements de Marie Bréma. Et très vite, ils accueillent leur première fille, Marie. En août 1914, la guerre survient et l'armée allemande envahit la Belgique. En entendant ce qui arrive à son pays natal, Émile veut s'engager, mais se voit refuser en raison d'une insuffisance cardiaque. Il décide alors de s'engager auprès d'Henri d'Avignon, responsable des informations relatives à la cause belge. Leur équipe est chargée de récolter et filtrer toutes les nouvelles concernant la Belgique pour ne laisser passer aucune fausse information. Camart était déjà reconnu comme une figure littéraire de renom, et son nom avait un certain poids auprès des journaux belges comme britanniques. En Angleterre, il deviendra vite un représentant de la Belgique, un porte-parole d'un pays qui souffre. Il publie des articles, des travaux illustrés de caricatures, les histoires d'émigrés belges réfugiés en Angleterre et compose également des chants patriotiques que l'on entendra résonner partout dans le monde. Le compositeur Edward Elgar, l'auteur du très célèbre chant Land of Hope and Glory, rédigera même un accompagnement pour l'un de ces chants d'Émile, appelé Carillon, rappelant le son des nombreux clochers belges. Par peur des bombardements qui frappaient Londres, mais aussi par besoin financier, la famille Camart, nouvellement agrandie par la venue d'Élisabeth en 1915 et de Francis un an plus tard, déménagera hors de Londres, à Radlett, un petit village au nord-ouest de Londres. Ils y achètent 2 cottages, l'un pour Marie Bréma et l'un pour la petite famille. Une nouvelle petite fille Camart y vit le jour en 1918, Catherine. La même année, l'armistice fut conclu. Avec ce retour à la paix, revient également la possibilité de voyager, ce qui permit à Émile d'introduire ses enfants à leur famille bruxelloise. À Radlett, les Camarts vivent assez paisiblement. Les parents discutent de tout entre eux, de philosophie, du ménage, de politique, comme de l'éducation de leurs enfants. Ceux-ci sont maintenant au nombre de 6 et, très jeunes déjà, sont élevés au goût de la littérature et de la bonne musique. Mais Émile travaille encore énormément. Il se passionne pour les relations belgo-anglaises et jongle entre les deux pays, rédigeant des articles, présentant des conférences, et il publie énormément de livres, dont une histoire de la Belgique en anglais, des poèmes que Tita a traduits en anglais, et des romans. Son engagement sera salué par tous, et il sera d'ailleurs décoré chevalier de l'ordre de Léopold en 1920, puis officier du même ordre en 1935.
Il travaille également à la mise en route de la société anglo-belge, dont le but est de développer et de maintenir de bonnes relations entre les peuples britanniques et belges, à la création d'une branche belge du Pen Club, qui verra le jour en 1922, à l'organisation d'une exposition de peinture flamande à l'Académie royale de Londres, tenue en 1927, et à l'institution d'une chaire des études belges à l'Université de Londres. Cette entreprise n'était pas une moindre affaire, compte tenu de l'opposition de Peter Gale, un professeur hollandais à Londres qui trouvait risible que la Belgique puisse être un sujet d'étude à part entière et non une partie des études néerlandaises. Émile parviendra finalement à ses fins et une chaire des études belges sera établie en 1930. Il deviendra donc professeur des études belges à l'Université de Londres en 1932. Poste qu'il occupera jusqu'en 1948. La fin des années 20 et les années 30 amèneront leur lot de bouleversements pour Émile. Il perdra sa chère mère, Eugénie, emportée par un cancer. Elle sera suivie de près par Marie Bréma, qui décède en 1925. Le départ de celle-ci implique un déménagement pour la famille Kamartz, qui ne saurait pas gérer les 2 cottages seuls. La famille quitte donc le nid pour emménager dans une large maison de 10 chambres appelée The Eyrie. Peu de temps après, Émile perd également 2 de ses idoles, le roi Albert Ier, qu'il adulait de tout son cœur, et l'écrivain anglais G.K. Chesterton, devenu un ami proche. C'est déjà fragilisé par ces événements qu'Émile vécut l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci fut d'autant plus frappante pour la famille que Peter, le plus jeune des fils, acteur comme sa mère, rejoindra la Royal Air Force. Dans son livre Upon This Rock, Émile raconte une de ses journées de 1941. Ce jour-là, j'étais en retard pour le petit déjeuner et j'avais demandé à ma femme de me servir une autre tasse de café pendant que je montais chercher mes papiers. Au moment où je quittais la pièce, le téléphone a sonné. Quand je suis revenue, quelques minutes plus tard, ma femme avait une expression étrange sur le visage. J'étais pressée, anxieux de ne pas rater mon train dans la ville. J'ai donc attrapé ma mallette et leur faisant signe de la main, je me suis dirigée vers la porte. En l'atteignant, j'ai eu l'impression d'être observée de près par derrière. Je me suis retournée et je les ai vues toutes les 3, sourire de la même manière et me regarder avec tant de tendresse que cela m'a surpris. Ce n'est pas que je manque d'affection dans ma famille, mais la soudaineté, la nouveauté de leur expression m'a choquée. C'était comme si elles me faisaient une blague, comme si j'avais oublié mon anniversaire ou comme si elles avaient découvert que j'avais l'intention de leur faire une merveilleuse surprise. Je suis rentrée à la maison par le train habituel et j'ai ouvert la porte sans faire de bruit. Tout semblait normal. Le hall, les tableaux, le tapis sous mes pieds me paraissaient ordinaires, familiers, réconfortants. J'avais été idiot de m'inquiéter. Quand mon imagination cesserait-elle de me jouer des tours ? Ma femme m'accueillit comme d'habitude, en souriant. Elle passa ses bras autour de mes épaules. Les 2 filles à la fenêtre se retournèrent brusquement et me regardèrent droit dans les yeux. Le coup était tombé. Pendant 12 heures, elle me l'avait caché, sachant que je devais aller en ville et que je ne pouvais pas manquer mes rendez-vous. La nouvelle leur était parvenue pendant les quelques minutes où j'avais quitté la pièce. Elles avaient juste eu le temps de prendre une décision. C'était le sens du regard étrange qu'elle m'avait lancé. Ce regard criait « Peter », mais je ne l'avais pas entendu. C'est ainsi qu'Émile perdit son fils Peter. Le décès de son frère amena Francis, le fils aîné, à révoquer son engagement de pacifiste et à rejoindre les Special Operations Executive, un service secret britannique chargé de missions de reconnaissance et d'espionnage. De son côté, Émile s'engage à la BBC, où il fait des reportages. Ces multiples engagements n'empêchèrent pas la famille d'être faussement accusée d'espionnage. Il circulait alors qu'Émile était marié avec une Allemande et organisait des fêtes réunissant les Allemands du coin. L'accusation n'ira pas plus loin, mais ces bouleversements provoquèrent chez Émile un important questionnement qui le poussa davantage dans un profond examen religieux. La fin de sa vie fut marquée par cette volonté de vivre sa religion. Émile et sa femme continuèrent d'aller à l'église et de servir leur communauté, notamment en créant une cellule chrétienne où se rencontraient les chrétiens du voisinage pour étudier et prier ensemble.
Émile continua d'écrire et de partager sa connaissance en donnant des conférences sur ses sujets préférés. La peinture flamande, Rubens, Ruskin, la religion, l'amour de la nature. Il revint une dernière fois sur le continent en 1949 pour un tour des cathédrales gothiques de la France du Nord, mais sa santé s'affaiblit peu à peu. Jusqu'en novembre 1953, où il s'éteint, entouré de sa femme tant aimée et de sa famille. Cet épisode racontait l'histoire fascinante d'Émile Cammaerts, un écrivain dont l'amour de la Belgique a marqué l'Angleterre. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Grands Petits Belges. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau portrait de l'un de ces oubliés de l'histoire.